dans les années 2000, moi j'étais vice-président de région et j'étais frappé du fait que quand on était environnementaliste, on disait aux gens qui s'occupaient d'économie, mais faites attention à l'environnement, vous voyez bien, vous dégradez la nature, etc. Et ce qui me frappait, c'est que dans cette région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, on n'appelait pas ça les Hauts-de-France, on voyait bien qu'on avait et les problèmes massifs de chômage, et des problèmes massifs sociaux, et des problèmes massifs environnementaux. Et moi j'ai toujours eu la conviction qu'on n'avancerait que si on arriverait à réarticuler les trois. J'ai fait faire une étude de faisabilité sur ce serait quoi un outil d'animation économique qui permettrait de regarder ce qu'il y a en recherche, en innovation, dans les labos, l'université, les écoles d'ingénieurs, les entreprises, et qui pourrait être facteur de création d'activités et d'emplois, tout en améliorant la question environnementale. Et donc le début du CD2E, ça a été le repérage d'une centaine de labos de recherche, de regarder ce qui était le plus près du passage à l'économique et de soutenir l'émergence d'un certain nombre de filières. D'ailleurs, on a beaucoup commencé sur les questions du bâtiment, déjà à cette époque-là, sur les isolants, il y avait déjà beaucoup de réflexions qui étaient menées sur des écomatériaux. On avait souhaité se positionner de façon complémentaire aux acteurs existants dans le territoire. Et on s'était dit, il y a quelques domaines sur lesquels il faut qu'on travaille, le secteur donc, de l'éco-construction. Et après est venu avec Réafutur l'éco-rénovation, les écomatériaux, le secteur de l'eau, qui nous paraissait important à ce moment-là, le secteur des énergies renouvelables, ça démarrait tout doucement, mais ça démarrait. Et bien sûr le secteur du recyclage. Participer au salon Environor en tant qu'administrateur du CD2E a été un temps fort, avec la constatation de la richesse de la fertilisation croisée, des expériences toutes centrées autour du développement durable, et avec le privilège de pouvoir échanger avec Jean-Louis Etienne, l'explorateur des pôles. Quand on est venu visiter ce terrain ici, où on était un peu méfiant parce que c'était de la boue partout, ça c'était encore en ruine et il n'y avait qu'une chose qui nous plaisait, c'était l'escalier métallique. Tout le reste nous paraissait un petit peu abominable parce que c'était visite avant les travaux de rénovation, de réhabilitation. Et quand on est arrivé ici en octobre 2004, je me souviens qu'on marchait quand même dans la gadoue parce que le pavage n'était pas fait. Mais on avait quelque chose à nous, et puis c'est vrai qu'il y avait la symbolique à côté des deux terrils. Donc on a commencé à s'approprier ces locaux, et c'est le côté symbolique après avec l'arrivée en face donc, de la chaîne des terrils, puis du CERD. Il y a eu aussi un moment un architecte qui s'était installé donc, à l'accueil, et il y a eu tout ce développement d'activité qui fait que ça prenait un peu sens d'être ici. Alors la collaboration avec le Québec, c'est une longue histoire ayant de la famille et des nombreux amis là-bas. J'ai cherché pendant plusieurs années à m'implanter, à trouver des collaborations sur place. Et suite à cette prise de contact multiple et variée sur place, ça m'a permis de finalement mettre en valeur ce carnet d'adresses, et on a entamé une collaboration avec le CD2E sous la forme d'un contrat de prestation donc pendant 4 ans, où on a fait la mise en relation des éco-entreprises de France, du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, des Hauts-de-France désormais, avec les éco-entreprises québécoises. Donc, en 2009, la question s'est posée d'intégrer la transition écologique dans les différentes filières économiques de la région des Hauts-de-France. Et donc pour cela, ce que l'on a fait, ce sont des études qui ont visé à regarder où étaient les enjeux environnementaux dans chacune de ces filières, donc l'agroalimentaire, secteur du textile, secteur de la construction et bien d'autres. Et en lien avec ces enjeux, quels étaient les leviers d'action à actionner pour réduire les impacts environnementaux tout au long de la supply chain. Le pôle de compétitivité Team 2. C'était un beau projet et ça permettait de rajouter, je dirais, un outil supplémentaire à l'expertise du CD2E en créant ce pôle de compétitivité avec du coup un label national, une reconnaissance nationale sur ses travaux et son activité dans l'économie circulaire. Je trouvais que c'était une vraie complémentarité en tout cas avec le pôle d'excellence CD2E et adossé à ce pôle, le pôle de compétitivité Team 2. Cette initiative est une vitrine pour mon matériau et tous les autres matériaux qui vont dans le sens du développement durable. C'est extraordinaire de pouvoir trouver dans
dans un showroom en quelque sorte tous ces produits et notamment le mien. En 2011, avec le CD2E, Eiffage, la ville de Los Angeles et l'agglomération de Lens-Liévin, nous inaugurions la plateforme de test technologique pour le photovoltaïque. C'était unique au monde. C'est la première fois que l'on pouvait visionner, utiliser le potentiel du photovoltaïque sur une friche minière. Alors 2012, lancement d'Équation, mais c'était, j'allais dire, une partie un peu commerciale, parce que finalement le centre de ressources a été créé en 2010. Le centre de ressources, alors qu'il s'appelait à l'époque centre de ressources, de compétences, de la qualité environnementale et de la performance énergétique. Voilà, j'y arrive, donc c'était effectivement pas très vendeur à l'époque, mais là encore, ça fait suite un peu à ce qu'on avait mesuré. On avait un besoin de pouvoir regrouper l'ensemble des intervenants de l'acte de construire, et c'est comme ça qu'est né ce centre de ressources ici à Los Angeles. Dans le cadre de la démarche Cédimatériaux, les acteurs de la démarche, ils ont rapidement identifié un besoin de communiquer sur les projets, sur la méthodologie, sur aussi bien l'aspect scientifique qu'opérationnel, de la création du site internet Cédilab qui permet d'une part de mutualiser les informations et de donner une visibilité la plus large possible de ce qui est mené au travers de la démarche Cédimatériaux. La vallée du recyclage textile est née en juin 2013. Elle s'inscrivait dans le prolongement des projets et des groupes de travail que nous avions initiés avec les professionnels de la filière textile dès 2008. Cette vallée du recyclage textile, elle s'est prolongée dans un programme européen Interreg qui l'associa aux deux versants linguistiques de la Belgique. Ce projet s'appelait RETEX puisqu'il vient de se terminer il y a quelques semaines. La collaboration entre la MEL et le CD2E, aujourd'hui dans le paysage régional, pour nous, elle s'illustre assez emblématiquement avec le Virtuose 2.0, qui est notre programme qui nous permet de construire une stratégie, alors notamment autour du BIM, autour des sujets liés à l'innovation dans la construction et dans la gestion des bâtiments. Et donc, c'est vrai qu'au niveau régional, avec l'ensemble des acteurs qui construisent un peu l'écosystème qui travaille avec le CD2E, les académiques, les entreprises bien sûr, les acteurs de la recherche, elles nous permettent vraiment d'avoir, au travers de ce programme, des éléments de prospective sur les manières de construire demain. Il y a eu Ville Avenir en 2009, qui étaient des bâtiments neufs, construits dans l'esprit de l'éco-construction, et on s'est dit il faut qu'on fasse aussi quelque chose d'emblématique dans la rénovation. D'où Réa Futur, et puis pas mal de discussions avec l'État, avec la région, pour dire est-ce qu'on fait un lieu symbolique ou est-ce qu'on fait des petites maisons. Et on a arbitré en disant qu'il faut les deux. Réa Futur 1, cette grande maison d'ingénieurs, où on a divisé par 4 ou 5 la consommation énergétique théorique. Et ça a été ce lieu emblématique de la démonstration de l'usage de tout un tas de types de matériaux. Et ça a eu un succès et un impact énorme. Je me souviens qu'une délégation d'à peu près une cinquantaine de responsables de projets Interreg européens sont venus visiter pour dire c'est ça qu'il faut qu'on fasse un petit peu partout. Alors, la question des énergies renouvelables, finalement, c'est une question de stock, si je l'aborde sous cet aspect-là. Prenez les énergies conventionnelles. Combien y a-t-il de stocks de pétrole, de gaz, de charbon, d'uranium? Ça sont des énergies dites conventionnelles. Les stocks d'énergie renouvelable, donc issus du soleil ou issus de la Terre, rapportés à l'échelle humaine, sont des stocks illimités. Ce sont des milliards d'années de stocks. Donc le développement des énergies renouvelables qui commence à se faire, qui s'accélère aujourd'hui, et l'Uniwatt était là aussi pionnier à l'époque, ce grand laboratoire qui permettait de tester, eh bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui s'avère une réalité. Et donc, bravo l'artiste, il fallait oser à l'époque se lancer là-dedans. Les Assises nationales de la valorisation des sédiments en 2019 étaient un événement marquant, puisque c'était une occasion de faire rencontrer les différents acteurs de la chaîne de valeur de la valorisation des sédiments, donc aussi bien les détenteurs des gisements, les transformateurs que les débouchés. Donc ces acteurs, ils ont permis d'assister à différentes présentations des projets de Cédimatériaux, d'avoir une veille réglementaire sur le sujet, et aussi pouvoir créer un réseau entre eux et créer un pont du coup sur chaque périmètre de la démarche de Cédimatériaux. Donc
les détenteurs, les transformateurs et les débouchés. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'expérimentation, on est vraiment aujourd'hui dans l'action et dans le déploiement. Donc là-dessus, on va s'appuyer donc sur ces 20 ans d'expérience. On va s'appuyer sur des compétences internes qui sont fortes pour pouvoir là encore appuyer un certain nombre de projets à la fois de construction durable, mais à la fois aussi d'économie circulaire. Alors, 2021, changement de direction. Les nouvelles perspectives du CD2E, c'est une massification de la transition écologique. C'est travailler avec plus d'acteurs, c'est travailler avec plus de bailleurs sociaux, plus de promoteurs, plus de constructeurs, plus en fait de gens qui veulent travailler les énergies renouvelables. Pour nous, en fait, c'est vraiment à partir de tout ce qu'on a pu faire depuis un certain nombre d'années, vous donner les clés en fait pour vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, mon travail et celui de l'équipe du CD2E, qui est une équipe formidable et très compétente, c'est de vous accompagner, de faire plus de choses en fait pour vous de façon extrêmement concrète. Alors, c'est un lieu pédagogique. C'est un lieu, j'allais dire, qu'on a besoin parce que là encore. Finalement, on est tous assez pragmatiques, surtout dans l'acte de construire. Alors, il y a effectivement des présentations d'un certain nombre de technicités, mais ce qu'il y a aussi, surtout pour moi, le plus important, c'est de pouvoir toucher ces matériaux, c'est de pouvoir aller au plus près. Et là encore, ça va fortement nous aider, à la fois pour emmener et puis pour développer cette nouvelle façon de construire. Le CD2E et la région, j'ai envie de dire, le CD2E c'est le bras armé de la région. La région c'est une institution, elle a un certain nombre de missions régaliennes, mais comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre, comment est-ce que l'on va mobiliser? Il faut à la fois de l'agilité, de la réactivité, de la proximité du terrain. Eh bien, le CD2E, c'est ce bras armé de la région. Il y a beaucoup d'acteurs. Navi Raju, l'homme de l'innovation frugale au niveau mondial, qui nous vient de Californie. Jérémy Rifkin, bien entendu, qui arrive ici et qui dit, devant 69 journalistes, on n'a jamais eu autant de monde, qui dit, moi j'en parle depuis 30 ans et ici ils l'ont fait depuis 30 ans. Bon. Ça fait rougir, quoi, et c'est agréable. Mais aussi des ministres, Cécile Duflot, Nicolas Hulot, beaucoup de ministres de l'industrie qui sont venus, François Hollande, Emmanuel Macron, toute une série d'acteurs de profils différents, énormément de ministres européens, parce qu'en plus ici il y a eu un investissement européen important dans tous nos projets. Et donc pour ces gens-là, ça veut dire que cet argent public il sert à quelque chose quand ils arrivent ici et qu'ils mesurent les développements que ça a permis. Et puis oui, plein d'acteurs que je pourrais qualifier peut-être de moins prestigieux, mais qui, arrivant sur ce lieu, et c'est pas toujours les plus convaincus, j'ai cité des exemples de convaincus, alors eux ça les chavire, parce qu'ils se disent il y a un nouveau monde qui se met en place, mais je pense à beaucoup d'acteurs qui étaient plutôt en résistance et qui, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des milieux politiques un peu plus éloignés. Et ces gens-là, quand ils arrivent ici, bon, ils se demandent où ils mettent les pieds, souvent c'est leurs équipes qui les conduisent, bon, et puis progressivement ils découvrent un lieu merveilleux, et puis ils découvrent des réalisations, ils découvrent des savoir-faire de rang international pour beaucoup, et il y a une bascule, quoi. Et il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de... Mais finalement, il y a des marges de manœuvre, c'est possible, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc chacune de ces rencontres, elle est magique. Alors l'ambition de Rêve 3, c'est de partir du constat que nous avons un certain nombre de défis, des défis climatiques, des défis environnementaux, des défis sociétaux. Et donc il va falloir accompagner nos entreprises, nos collectivités, nos territoires, mais aussi notre population sur toutes les transitions. Transition énergétique, transition technologique, transition dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Eh bien Rêve 3, ça va être d'accompagner tous ces acteurs, entreprises, collectivités et citoyens dans ces enjeux de transition. Le CD2E a été assez vite identifié par les médias comme une porte d'entrée quand on parlait d'environnement. Et nous, on était identifiés par le CD2E comme un acteur des énergies renouvelables et du solaire. Et donc le CD2E ramenait vers nous en général les journalistes qui ne nous auraient pas trouvés, qui ne nous auraient pas identifiés,
s'ils n'étaient pas passés par le CD2E. Le collectif regroupe une quarantaine d'acteurs du monde du bâtiment, ça va de bureaux d'études, architectes, entreprises, bailleurs. On a même un particulier qui fait partie d'un groupe et qui s'est donné pour vocation de travailler à la diffusion de la construction passive dans les Hauts-de-France. Le CD2E nous a vraiment permis de donner une dynamique au groupe. On bénéficie de tout son soutien logistique, des services et des équipes en place, ce qui a vraiment permis, notamment en termes de communication, au niveau de la rencontre des acteurs, de créer un groupe solide et de structurer surtout notre démarche en vue de promouvoir le passif. Le collectif Paille est tout récent, il me semble qu'il a été créé l'année dernière en 2020. Le CD2E a un rôle vraiment d'animateur et de maintenir cette cohésion au sein du collectif. Le mouvement est vraiment tout récent. Il participe à sa création et vraiment à son développement et à mettre en place un certain nombre d'événements et d'animations qu'on va pouvoir faire, et on va commencer à construire petit à petit ce collectif, le nourrir, l'alimenter, et en ça le CD2E est moteur dedans. L'objectif du Coresol, créé en 2018, est d'accroître significativement la part du photovoltaïque dans le mix énergétique de la région. Pour cela, il faut massifier les installations en développant l'autoconsommation, le stockage, les centrales solaires, qu'elles soient sur les bâtiments ou au sol. En 2020, la région Hauts-de-France comptait 24 919 installations qui étaient à 90% en résidentiel. Il faut à présent utiliser l'ensemble du potentiel des friches industrielles, des toits des bâtiments publics ou encore des bâtiments industriels pour pouvoir développer et utiliser l'ensemble du potentiel de la région. Le CD2E symbolise un acteur et des gens qui, ensemble, comprennent que l'avenir se crée par la coopération. L'avenir se crée par l'échange et l'avenir se crée aussi par un peu d'innovation. Innovation de comportement autant que d'innovation technique. Donc c'est ça que ça symbolise, ou ça a symbolisé, et je pense que ça continue à le faire fortement. Et c'est ça l'esprit qu'il faut garder. Le CD2E dans 20 ans, j'imagine un peu comme une académie. Un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de formation, un lieu d'expérimentation. Je dirais le campus de la construction durable et de l'économie circulaire.